Ouais. Et on, je viens de découvrir un truc là. Tu sais toi que les pigeons, ils mourraient directement après avoir une relation sexuelle. Tout de suite derrière. Enfin, en tout cas, celui avec qui je l'ai fait, il est mort quoi. Après les autres, je sais pas. Ah, je sais, je téléphone avec un pot de moutarde, mais c'est parce qu'il n'y a plus de mayonnaise. Salut les potes, comment ça va? Bienvenue sur 12 à sec, 12 par sec. Moi, comme d'habitude, ça mousse. Désolé si j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, hein, mais en fait, mon excuse, c'est que j'ai pas d'excuse. Enfin, j'en ai aucune. Mon excuse, c'est que c'était l'été, qu'il y a des apéros tous les soirs. Et ça, je me suis fait un petit challenge personnel au début de l'été. Je me suis promis que je ne refuserais aucun apéro. Ouais, mais vous savez, il fait chaud, hein, moi j'ai besoin de m'hydrater régulièrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on sait tous à peu près ce que c'est, mais qu'on sait pas vraiment bien à quoi ça sert. Les femmes. Quelle indignité. Non, non, je rigole les gars, c'est bon, l'humour, c'est comme l'amour. Si c'est bien fait, on peut passer tout ce qu'on veut. Alors lui, il me fascine. Moi, il me casse les couilles. Bon ça d'accord, et on va parler de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, pour faire plus court, qui se traduit par International Space Station. Ce truc est quand même relativement un truc de dingue. C'est une sorte de laboratoire / appartement qui orbite autour de la Terre. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler parce que c'est quand même un truc qui a l'air un peu intéressant. Et surtout, justement, j'étais en Auvergne il y a quelques jours, dans ma famille, boujou tonton, boujou tata. Et je l'ai vu à l'œil nu passer dans le ciel, parce qu'en général c'est là qu'elle passe. Alors j'ai d'abord cru que c'était le Père Noël, et c'est bon, et tu sais pas. Et puis après je me suis dit, bah non, ça peut pas être le Père Noël, on était en août. Allez c'est parti, on se prend un peu de temps pour parler de l'ISS et vous allez voir qu'il y a gavé de choses à savoir. Alors l'ISS tout d'abord, pourquoi? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Si je veux dire, bon, les mecs qui sont là-haut, y a personne qui a encore vraiment bien compris ce qu'ils foutaient. Non mais disons-le franchement, ils font quoi les mecs? Apparemment ils testent des trucs, ils plantent des salades pour voir si ça marche dans l'espace. Bon bah les gars, je veux pas vous spoiler, mais ça marche quand même vachement mieux sur Terre, y a pas tellement besoin de mettre 150 milliards de dollars pour le savoir. Bon alors l'ISS c'est quoi? C'est une station spatiale qui sert à faire des expériences scientifiques, principalement sur l'adaptation du corps humain à l'absence de pesanteur. Comment ça réagit quand il n'y a pas de pesanteur. Parce que bon, nous en général dans la vie, on est plutôt habitué à ce qu'il y en ait. On s'envole pas en l'air. Mais si vous voulez, Dieu a fait des lois physiques plus tripantes dans l'espace que sur Terre. Parce que dans l'espace, on flotte dans le vide. Et ça c'est fort. Là on sent qu'il a voulu se marrer un peu là. Et donc eux, ils analysent un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du corps. Comment les os, la masse musculaire évolue dans le temps. On appelle ça de la physiologie. Et faire de la physiologie dans l'espace, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que il y a des pertes. Eh ouais mec, tu peux faire le con et tu rigoleras moins quand tu rentreras. Parce que mon gars, tu fais un séjour de 6 mois là-haut, parce qu'en général c'est le temps qui reste, quand tu reviens, t'as subi la transformation de Captain America, mais à l'envers quoi, tu vois. Tu deviens tout custe et gaulé comme un néon quoi. Bon j'exagère bien sûr, mais sérieux, n'empêche que les mecs, ils perdent vraiment de la masse osseuse quoi. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Bien sûr qu'on se rend compte. Attends, t'imagines, tu restes trop longtemps là-haut, tu pourrais te retrouver à te péter tous tes membres au moindre choc contre un mur quoi. En mode Mr. Glass, Samuel Jackson dans Incassable. C'est pour ça qu'ils font du sport les mecs. 2h30 de sport par jour, c'est obligatoire. C'est pour limiter la casse, tu vois. La vraie. Moi par exemple, c'est ça qui a fait que j'ai pas réussi les tests, tu vois. Parce que j'avais bon à tout le reste, la mécanique des fluides en russe, tout ça, j'étais bon. Mais alors les 2h30 de sport sur 6 mois, moi je pouvais pas là. Non, c'est pas 2h30 de sport en 6 mois, c'est 2h30 par jour. Oui, bon non, je pouvais pas. On observe aussi le vieillissement de l'organisme. Oui, parce que l'ISS, ça orbite à 400 km d'altitude, donc les mecs là-haut, ils sont moins protégés par l'atmosphère de la Terre, de tous les rayons du Soleil, et puis même des rayons cosmiques, en gros, qui viennent de toutes les étoiles de la galaxie, quoi. Donc ils s'en prennent plein la tronche, et justement, c'est ça qu'ils analysent. En fait, les astronautes là-haut, c'est rien de plus que des cobayes, mais des cobayes volontaires. Ouais, quand même, comme la NASA leur a bien mis profond, elle leur a bien retourné le cerveau, là. C'est-à-dire, elle les fout en l'air, littéralement, et eux, ils sont contents d'y aller, c'est génial. Enfin bon, tout ça pour dire que les mecs, ils s'entraînent pendant 7 ans pour éventuellement choper le cancer derrière, quoi. C'est génial, postulez maintenant, les mecs. Alors bon, il y en a pas encore qui ont attrapé un truc grave comme ça, mais avec tout ça, on comprend quand même une chose, c'est que ça va pas être simple d'envoyer des manos sur Mars. Parce qu'on s'est rendu compte que passer 6 mois dans l'ISS, pour certaines parties de l'organisme, ça revient à te prendre 20 ans de vieillissement dans la tronche. On a constaté par exemple que 3/4 des personnes qui sont parties là-haut sont revenues avec des problèmes de vue, et pour certains, c'est même irréversible. En tout cas, c'est encourageant, lâchez rien les mecs, vous êtes sur la bonne route. En plus, quand ils arrivent là-haut, les gars, vu qu'il n'y a pas de pesanteur, le sang remonte dans leur crâne, les veines gonflent, et du coup, ils ont la tête grosse comme une pastèque pendant plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines. Non mais regardez-moi la gueule de goyo qu'ils ont quoi. Ah non attends, si c'est pour ressembler à ça, moi je reste là. Par exemple, il y a un truc intéressant, c'est à propos de l'astronaute américain Scott Kelly. Lui, il a passé 340 jours à bord de l'USS, donc presque un an. Et comme il a un frère jumeau qui est resté sur Terre, du coup on a fait des études génétiques comparatives, et ça a permis de détecter des perturbations dans l'expression des gènes causées par les radiations spatiales. Juste, cette phrase elle est pas de moi, je préfère vous le dire tout de suite. Non, moi je parle pas comme ça, je sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est sûr que dit comme ça fout les moules. Par contre, ce qui est trippant, c'est qu'en apesanteur, le corps s'allonge, quoi. Tu sais, ça fait ça fait...
Il y a certains astronautes, en 6 mois là-haut, ils ont grandi de presque 7 cm. Alors t'imagines, si demain on doit partir s'installer sur Pluton, le truc, tu mets 20 ans pour y aller, tu sais. Tu pars, tu fais 1m75, t'arrives là-bas, tu fais 6m13. Et à l'arrivée, il faudra changer de slip et de t-shirt. Ou alors, à la limite, ce qu'il faudra faire, c'est envoyer des nains, tu vois, des astronautes nains, des nains-astronautes. Ouais, comme ça, quand ils partent, ils sont petits, et puis quand ils arrivent là-bas, bah, ils sont normaux, tu vois. Enfin, normaux, c'est... Merde, c'est une idée, ça. J'appelle la NASA. Enfin voilà, la vie en impesanteur, c'est pas de tout repos. Et puis alors quand ils reviennent sur Terre, là c'est pareil, hein, les mecs doivent se réadapter à la gravité terrestre. Non mais c'est chaud, je veux dire, les mecs au départ ils peuvent même pas marcher quoi, on est obligé de les porter pour les ramener chez eux. Les mecs ils comprennent rien à ce qui se passe, ils voient flou, tu sais, ils ont envie de vomir. Regarde Thomas Pesquet, l'état dans lequel il est. C'est marrant, on n'a jamais fait le rapprochement avec le fait que si ça se trouve, les mecs ils sont juste complètement bourrachos parce qu'ils ont fait un pot de départ la veille et qu'ils ont pas bu que de l'eau, tu vois. Ah, on met ça sur le compte de la gravité, mais si ça se trouve, c'est surtout à cause de la vodka et du rhum. Hein. Ah ouais, mais les mecs ils disent qu'ils étudient la mécanique des fluides sur l'ISS. Vous croyez que ça parle de quoi? Après, sur l'ISS, on fait pas que de la physiologie, on fait aussi de la biologie, hein, on étudie les plantes et même les animaux. Et si vous savez par exemple qu'il y a un aquarium dans l'ISS, il a été fourni par les Japonais, parce que soi-disant que apparemment les mecs ne vont nulle part s'ils peuvent pas avoir leur sushi. Et c'est un petit aquarium qui sert à étudier comment les poissons vivent et se reproduisent dans l'espace. Enfin, dans l'eau, mais dans l'espace. Parce que juste dans l'espace, ils vivent pas, ils meurent. Et je crois même qu'ils élèvent aussi des petites araignées. Ils voient comment elles vivent et s'adaptent en dehors de l'atmosphère quand elles sont pas protégées des rayons, quoi. Ils essaient même de les faire grossir avec les rayons UV, les rayons gamma, encore une fois, tous ces trucs-là. Bah, ils font des expériences, tu vois. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont perdu une capsule avec des échantillons, s'est écrasé sur une petite ville aux USA. Mais apparemment, il n'y a pas de problème, hein. Les araignées sont tranquilles, non, tout se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Ils font de la science des matériaux aussi, pour voir comment certains matériaux se comportent en apesanteur dans l'espace. Ils font de la physique des fluides aussi. Alors, ils font plein de trucs, quoi, ils s'amusent bien, ils sont contents. 150 milliards de dollars. Et évidemment, tout ça est ultra organisé, super bien rangé et tout. Hein. Pourtant, quand on arrive, on dirait pas franchement. Hein. Non, mais regardez-moi comment c'est le sbeul là-dedans. Là. Il y a des câbles qui traînent de partout. Et puis c'est pareil ailleurs, hein. Dans les autres pièces, c'est pas mieux. Hein. Non, mais quand même, ils pourraient ranger un peu, merde. Surtout quand ils reçoivent du monde. Faudra dire à la NASA d'envoyer plus de femmes là-haut. Ah non, mais je sais que ces blagues ne plairont pas à tout le monde. D'ailleurs, ça n'a pas plu non plus à notre ami dont je tairai le nom, qui m'a gentiment écrit: stupide, pauvre type, vulgaire et con. Bah non, mais moi quand je lis ça, ça me... Tu te sens insulté? Bah, je me sens blessé. Hein. Toi, blessé? Oui, en fait, non, pas vraiment. D'ailleurs, cher ami, si tu te reconnais, je vais te répondre. Qu'est-ce qu'il y a 2 pouces et qui s'en fout? Yann Solo. D'ailleurs, sur le site de la NASA, vous avez toute la liste des expériences qu'ils ont réalisées, hein. C'est un truc de ouf, il y en a plus de 2500. Là, par exemple, il y a le cousin russe de Phil Collins qui fait du ping-pong tout seul avec de la vodka. Là, il y en a un autre qui fait de la gratte. Eux, ils font coucou à la caméra. Non, mais quand on vous dit que c'est sérieux, on rigole pas. Hein. Et puis les mecs, ils se préparent très longtemps à l'avance. Hein. Thomas Pesquet, il connaissait déjà son programme sur 6 mois. Le lundi, récurer les chiottes. Le mardi, laver les carreaux. Le mercredi, vider les poubelles. En même temps, c'est normal qu'ils connaissent leur programme, puisqu'on les envoie justement pour le faire. Ah bah on les envoie pas en leur disant allez, vous allez tout découvrir sur place, hein. Tout est nouveau, faudra un peu improviser. Même nous, on sait pas trop ce qu'il y a là-haut. Hein. Au fait, vous parlez russe, j'espère? Non? Bon, c'est ballot. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Vous doutez bien que les mecs, ils ont un entraînement de ouf avant de partir là-dedans. Mais alors, justement, ce là-dedans, c'est quoi? Alors, l'ISS, c'est un truc qui a été construit par plein de mecs différents. Voilà, c'est tout. Ah non, mais je vous avais dit, il va y avoir de l'info, les gars. Prenez des notes, hein, parce que sinon, vous allez être paumés. Hein. En fait, une des premières choses qu'il faut savoir, et là, je m'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui débarquent complètement dans l'histoire. Hein. Vous vous doutez bien que l'ISS, on l'a pas envoyé dans l'espace comme ça. Essayez sur KSP, hein, si vous arrivez à assembler ça au sol, à le faire décoller et à le mettre en orbite en l'état, alors là, moi, je vous invite chez moi, dans mon salon, je vous paye l'apéro et vous venez faire une vidéo avec moi. Allez, salaud, je suis sûr, il y en a forcément un qui va réussir à le faire, tu vois. Non, en fait, l'ISS, on l'a envoyé en kit, hein, en plusieurs parties. L'assemblage, lui, il s'est fait là-haut, et ça a pris 10 ans pour tout terminer. Ah bah, c'est autrement plus compliqué que de monter une table de Knarevik d'Ikea. Là, le manuel, il fait pas 3 pages. Hein. Rien que pour ramener tout le matos, il a fallu des dizaines de tirs de lanceurs. T'imagines un peu les frais de port. Et le truc qui est vraiment cool aussi dans cette histoire, quand on y pense, c'est que pour monter tout ce merdier, il a fallu que les grandes puissances de ce monde s'unissent, et ce, malgré leurs désaccords sur bien d'autres sujets. En fait, l'ISS, c'est un peu le symbole que les plus grandes nations peuvent travailler ensemble, main dans la main. Parce que par contre, sur Terre, c'est vrai que pour d'autres sujets, c'est plutôt main dans la gueule, quoi. Travailler ensemble, c'est difficile sur Terre, mais ils peuvent le faire plus facilement dans l'espace. Vous voyez comme quoi? L'espace n'a pas de frontières. Ouais. Il y a un message derrière tout ça. Mais bien sûr, absolument. Le message derrière tout ça, c'est que c'est quand même mieux de construire des vaisseaux spatiaux que d'aller se faire la guerre. Parce que quand vous regardez le truc comme ça, dites-vous bien qu'il y a eu des agences spatiales américaines, la NASA, européennes, l'ESA, russes, vodka, canadiennes et japonaises, JAXA. Ils ont tous bossé ensemble, les mecs. Ça va être sympa, les réunions du lundi matin où personne parle la même langue, tu sais. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a de prévu cette semaine là? Pardon?
J'ai pas compris là. Comment? Watashi wa Sangoku desu, arimemashite. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Et donc toutes ces pièces ont été construites sur Terre et assemblées dans l'espace et ça a duré des années. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pris autant de temps parce que personne ne se comprenait. Et du coup, bah elle est très grande, hein. Là comme ça on se rend pas bien compte, mais ça fait la taille d'un terrain de football. Ça veut dire que dans l'absolu, tu pourrais faire un match de foot sur l'ISS. Ça serait possible. Dans les mesures, le terrain rentre quoi. Et tu mettrais les buts là, les poteaux de corner là, tu fais pousser un peu d'herbe ici pour que ça ressemble un peu à quelque chose, tu vois. Et c'est parti. Bon, ce sera assez chaud de jouer au foot en apesanteur. Bah tu shootes dans le ballon, le truc qui se barre en ligne droite, il revient jamais. Les ramasseurs de balles, ils ont intérêt d'être sur le coup, hein. Là, faudrait prévoir un sacré stock de ballons. Par contre, ce serait trippant parce que là, tu pourrais te la jouer en mode Shaolin Soccer. Tu fais un petit saut, tu t'envoles, tu fais une frappe de malade. Le ballon, il est pas freiné par l'air, donc il s'arrête pas. T'envoies des boulets de canon, tu sais. En fait, ce serait vraiment mortel, quoi. Moi, je propose de lancer une pétition pour que la prochaine finale de la Coupe du Monde, elle se déroule sur l'ISS. En plus, t'imagines la vue, quoi. Comme elle tourne à 28 000 km/h et qu'elle fait le tour de la Terre en 1h30, ce qui correspond exactement à la durée d'un match de foot, un peu plus avec les arrêts de jeu et beaucoup plus avec la troisième mi-temps. Bah, en fait, pendant le match, les mecs, ils feraient le tour du monde, tu vois. Nous, en 24 heures, on a un lever et un coucher de soleil. Bah, les astronautes qui sont là-haut, eux, en 24 heures, ils en ont 16 de chaque. T'imagines 16 couchers de soleil en 24 heures, 16 occasions de prendre l'apéro. Tu m'étonnes que les mecs, dès qu'ils reviennent sur Terre, ils veulent y retourner. À chaque fois qu'ils arrivent là-haut, c'est la fête. Hein. Hey, comment ça, Bernard? Alors, qu'est-ce que tu racontes, ma gueule? T'as ramené les bières? Putain, ça sent bon, ça. Quand on pense qu'il y a plus de 200 hommes et femmes de 27 nationalités différentes qui ont séjourné là-haut, ah bah là, c'est sûr qu'il doit y avoir des taches sur les murs. Et vaut mieux pas savoir de quoi. Alors, pour la rejoindre, l'ISS, depuis la Terre, jusqu'à très récemment, il fallait prendre le Soyuz. On n'avait pas le choix, hein. Depuis l'arrêt des programmes des navettes spatiales américaines en 2011, bah, il restait plus que lui. Et ça, si vous voulez, les Américains, bah, ça les emmerdait un peu, quoi, parce que bah, le Soyuz, il est russe. Et vous connaissez la grande histoire d'amour que vivent les Américains et les Russes depuis des décennies. On pourrait résumer ça avec le combat final de Rocky IV. On voit à quel point ils se kiffent. Ça va-t-il, ma poule? Bah, pas mal, et toi? Tu viens boire un coup? Ouais, pas de problème. Mais là, depuis qu'Elon Musk est arrivé dans le game, bah là, les Américains, ils sont super fans, si tu veux, parce que c'est la première fois depuis des années qu'ils dépendent plus des Russes pour aller là-haut. Maintenant, c'est SpaceX qui gère. Et SpaceX, bah, c'est américain. Puis en plus, SpaceX, là, c'est le turfus, tu veux. C'est autrement plus développé que leur Soyuz de merde. Maintenant, les écrans de contrôle, ils sont tactiles, il y a le Wi-Fi à bord, il y a Netflix, il y a même le petit porte-gobelet pour que ton café se renverse pas pendant le décollage. Mais surtout, on peut mettre 4 personnes au lieu de 3 pour le Soyuz, et en plus, les mecs, ils sont bien. Je vous rappelle que le Soyuz, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Hein. Ah non, mais SpaceX, ils ont géré de ouf. Hein. Vous savez ce qu'on dit. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. D'ailleurs, l'équipe, ils le disent eux-mêmes. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. Alors, comment ça se passe quand ils arrivent là-dedans? Bah déjà, faut qu'ils fassent un peu de place en arrivant. Hein. Regardez-moi comment c'est le dawa, quoi. Il y en a partout. On se croirait dans ma salle de bain après que ma meuf y soit passée. En termes de volume et de surface, c'est à peu près comparable à un F4. Mais un F4 un peu spécial. À savoir que t'es en impesanteur. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Alors évidemment, au début, ton cerveau, il comprend rien. Quoi. Et alors, pour te déplacer, bonjour. Hein. Tu dois te donner un peu d'élan, mais parfois, c'est chaud. Là, par exemple, on voit Claudie Aigneret, la première femme française et européenne à bord de l'ISS. Bah là, vous voyez, elle se déplace en impesanteur. Hein. Au début, ça va, mais là... Non mais en fait c'est vrai que c'est pas évident, tu regardes une pièce vers le haut, en fait ça peut tout aussi bien être vers le bas. Il y a même des astronautes qui ont dit qu'au début ils avaient l'impression d'être paumés quoi. Les mecs ils se paument à l'intérieur de la station, faut le faire quand même. En fait ça leur fait bizarre parce qu'ils peuvent marcher au plafond, comme Spider Cochon. Il peut marcher au plafond. Du coup au début quand t'arrives c'est chaud parce que tu veux aller au chiottes mais tu peux aller de tous les côtés quoi, il y en a partout. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Ben justement c'est pour ça qu'ils ont mis des marquages pour savoir où est le haut, où est le bas tu vois. Hein. Par contre, ce qui est trippant, c'est que du coup, ils ont en quelque sorte 4 fois plus de place pour travailler et ranger les trucs. Dans chaque module, ils exploitent les 4 murs et ils te collent des trucs partout. Ils ont mis du velcro partout, hein, et ils te mettent un truc sur chaque objet pour l'attacher et c'est bon. Voyez, ça ne coûte pas plus cher de bien ranger. À mon avis, ça, c'est pas sorti d'un cerveau masculin. Vous avez vu, je fais plus de vannes sur les femmes maintenant, j'en fais sur les hommes aussi. Tu retiens les leçons. Bah ouais, enfin bon, ça va peut-être pas durer. Hein. Après, ce qui est classe avec l'appart, c'est la vue. Regardez-moi cette vue de ouf. Vous imaginez si on pouvait se louer une chambre d'hôtel avec une vue comme ça? En même temps, je suis sûr que bientôt ce sera possible. Hein. Par contre, je veux pas trop savoir le prix, tu vois. Bah, je peux te dire que si t'emmènes ta meuf là-haut pour une soirée romantique, bah à ce prix-là, y a pas de migraine qui tienne. Alors là, ma vieille, tu vas y passer et pas qu'une fois. J'espère que les murs sont résistants parce qu'il va falloir rentabiliser la soirée. Retire ça, tout de suite. Désolé, mesdames. Pourquoi je dis désolé? Ça y est, faut s'excuser pour tout maintenant, merde. De toute façon, je dis les femmes, mais les hommes, c'est exactement la même chose. En fait, cette pièce-là dans laquelle les astronautes, les cosmonautes et autres spationautes vont pour regarder la Terre s'appelle la coupole. Il y a 7 fenêtres blindées de ouf en mode panoramique à 180 degrés et elle a été fournie par les Italiens. Ouais, parce qu'ils étaient là, ils étaient en groupe, ils étaient tous seuls dans leur coin, bah on leur a demandé de faire un truc au moins, enfin de participer quoi. Alors au début, ils avaient proposé de faire des spaghettis carbonara pour toute l'équipe, et puis on leur a dit non quoi, il fallait quand même être un peu plus sérieux et mettre la barre un peu plus haut que des spaghettis quoi. Du coup, c'est pratique cette coupole parce que c'est aussi de là qu'on peut piloter le gros bras mécanique et voir un peu ce qu'on fait quand il faut assembler le nouveau module. Lui d'ailleurs, ce gros bras mécanique, il était fourni par les Canadiens. C'est vrai, c'est un endroit super cool quoi. Les astronautes, ils disent très souvent que c'est leur pièce préférée de la station. Bah c'est sûr que par rapport à leur chambre, le truc c'est grand comme une cabine téléphonique,
que tu rentres pas à dos dedans. Hein. Faut pas être trop gros. Enfin bref, tout ça pour dire que l'ISS permet aux astronautes d'avoir une vue inédite sur la Terre et de l'étudier de façon très large. Ils peuvent prendre des photos et filmer des phénomènes météorologiques du dessus et parfois même découvrir des trucs. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, il y a l'astronaute danois Andreas Mogensen qui a observé un orage du dessus avec des espèces de cônes de foudre bleue. Le truc, c'est impossible à voir depuis le sol. Donc c'est super intéressant parce que voilà, on peut découvrir des trucs. Ils peuvent même voir des étoiles filantes, mais vues de dessus. Le truc, c'est ouf quand ils pensent. Et c'est pareil pour les aurores boréales. Tout ce que nous, on a au-dessus de nos têtes, eux, ils l'ont en dessous. Donc bah voilà, quelque part, l'ISS permet d'offrir aux humains une nouvelle perspective sur le monde. Putain, c'est beau. Hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ils voient aussi l'effet du réchauffement climatique et des catastrophes écologiques en mer et sur les continents, tu vois, les déforestations, les incendies, tout ça. Ils peuvent prendre des photos pour avoir une vue d'ensemble. Et d'ailleurs, ils ont du pur matos pour faire ça, quoi. Ah mais les mecs, ils font pas les choses à moitié, hein. T'as intérêt d'avoir du bon matos, hein, avec des focales de ouf et tout. C'est pour ça qu'ils bossent avec Nikon. Ah, t'as beau dire, Nikon, c'est du bon matos. La preuve, moi je tourne avec un GH5. Ouais, là par exemple, on voit l'Europe du Nord avec le Danemark, l'Allemagne, là il y a le Sphinx, et puis bon bah après vous avez la Suède, la Norvège avec les chutes d'Iguassou. Non mais c'est vrai, c'est super intéressant de pouvoir observer la Terre depuis l'espace. Bon allez, on va regarder un petit peu de quoi elle est composée cette station. Alors voilà. Là, ça c'est le plan donc de l'ISS. Vous voyez, hein, il y a plein de trucs partout. Alors pour assembler tout ça, est-ce que vous savez combien de pays exactement ont participé au projet? 16. Exactement, bravo Odile. Ouais, mais le budget de départ il est de 100 milliards de dollars, donc les Américains ils se sont dit bon, on va essayer de partager un peu les frais, tu vois. Donc bah quand vous voyez la station comme ça, dites-vous bien qu'il y a plein de trucs qui viennent de plein de pays différents. Tu crois que c'est pour ça que ça s'appelle la Station Spatiale Internationale? Non, ça n'a rien à voir ça, absolument pas. En fait, il y a 15 modules qui ont été construits sur Terre et assemblés dans l'espace. 15 modules pour 16 pays. Ça veut dire que dans le lot, il y en a un qui a rien branlé. Et on se demande bien qui c'est. À mon avis, c'est soit la Belgique, soit la Suisse. Les mecs, on sait très bien qu'ils branlent rien. Ou ça peut tout aussi bien être les Espagnols. Parce que niveau branlette, ils sont pas mal non plus. Donc voilà, là-dedans, il y a les contributions de 16 pays. Enfin bon, en même temps, on va quand même pas se mentir. Hein. L'apport du Danemark ou de la Hollande, c'est pas du même niveau que les États-Unis ou la Russie, quoi. La Hollande, ils ont juste fourni les graines pour faire pousser les plantes. En fait, l'ISS, c'est un truc qui est surtout américain et russe, et aussi un peu canadien, mais un peu japonais aussi, vite fait. L'Europe, bon, nous on est là, mais si vous voulez, on a juste beurré les sandwichs. Non, mais les Américains, si vous voulez, bon, bah déjà, c'est eux qui sont à l'origine du projet. Donc, parce qu'avant l'ISS, il y avait la station Mir, là, le truc russe, et les Américains, ils se sont dit, comme toujours, bon, bah nous, on va faire plus gros et plus mieux. Et les Russes, comme ils ont rapidement vu qu'ils pourraient pas rivaliser, bah ils ont dit, capitaine, on peut venir, s'il vous plaît? Bah, je sais pas, faut voir, vous pouvez ramener quoi? Est-ce que vous avez de la vodka et des putes? Et là, le Russe, il leur dit, oui, capitaine, c'est une des rares choses qu'on a en quantité. Et donc ça a vraiment commencé en 1998 avec l'assemblage des deux premiers modules, l'un russe, Zarya, et l'autre américain, Unity. Ils se sont emboîtés comme papa dans maman, ou papa dans papa, ou même maman dans maman, enfin c'est possible, ou papa dans Rex, le chien, non. D'ailleurs, c'était un peu la guéguerre hein, pour savoir qui ferait le papa et qui ferait la maman. Hein. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait aucun des deux pays qui voulait avoir le module qui allait se faire emmancher par l'autre. Il n'y en a aucun qui voulait se la prendre dans le cul. C'est-à-dire enculer, oui, mais se faire enculer, non. Pourtant, ils ont tort, hein, c'est assez agréable. Hein. Ah bah t'as kiffé finalement? Bah j'ai pas dit que j'avais pas kiffé. Oui, enfin t'as saigné quand même. Bon ça va, il y a du monde qui regarde là. Donc ils ont été obligés de construire un nouveau type d'amarrage qui faisait en sorte que ni le module américain ni le module russe n'allait se faire emboîter par l'autre. Je suis sûr que si ça avait été un module grec, les mecs ils auraient dit ah non mais nous c'est bon, il y a pas de problème, au contraire, ça nous va très bien comme ça, hein. Et puis même au contraire, s'il y avait d'autres modules, bah venez. Hein. Ah ils auraient dit oui tout de suite, hein. Ils auraient été contents, tu vois. Mais bon eux ils ont pas pu participer parce que si tu veux, bah, pour rentrer un peu dans le game, il fallait mettre au moins 10 €. Et eux bah ils avaient que 1,50 €. Ah, et du coup ils ont pas pu jouer quoi. Et ensuite, 2 ans plus tard, le premier homme à y être allé, c'était un russe qui s'appelait Sergei Krikalev. Le mec, dans son nom, il y a 2 marques de bière. Ah non, mais les Russes et l'alcool, je vous dis, c'est un autre level, hein, on peut pas tester. Hein. C'est un peu comme moi et la raclette. Hein. Bon, je m'appelle pas Yann Raclette, mais ça aurait très bien pu. Et la première chose que doit faire Krikalev quand il arrive, c'était déjà une expérience de ouf, hein, c'est qu'il s'est entraîné pendant des années pour faire ça. Même lui, quand il le dit, bah, c'est un truc de dingue. La première chose qu'on avait à faire, c'était d'allumer la lumière. Bravo les gars, super, bien joué, non mais génial, rien à dire. Après t'as le Canada, comme on disait, donc ils vont apporter un bras robotique hyper pratique, hein, des bras robotiques hyper pratiques, comme les lampes électriques. Lampe électrique, hyper pratique.
pratique. C'est hyper pratique vu que c'est lui qui va permettre d'assembler tous les autres modules. Et au fur et à mesure, bah voilà, ils assemblent tout, hein. Et voilà, il y a plein de matos, les Américains ont plein de modules, les Russes aussi, ça va prendre des années. Chacun apporte sa contribution, tu vois. Et les Américains, eux, comme on disait, bah c'est vrai que c'est quand même eux qui apportent le plus. En gros, les Américains, ils se chargent d'apporter le matos, pendant que les Russes, eux, ils se chargent à la vodka. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous voyez l'ISS comme ça, bon, le truc, c'est un Lego, hein. Tout se déboîte, tout s'enlève. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en Lego aussi, hein. Ils ont commencé par le faire en Lego, et puis après, bah, la NASA s'est inspirée de ça pour dire, ah bah tiens, ils ont mis une petite antenne là, bah nous on va faire pareil, quoi. Enfin, ça, je sais pas, faudrait que je vérifie quand même. En gros, pouvez-vous dire que les 3/4 des modules sont soit américains, soit russes. Et que le reste, il y a vite fait les trucs canadiens, comme le bras robotique, vite fait japonais, comme le laboratoire Kibo, hein, qu'on voit juste là. Lui d'ailleurs, c'est le module le plus grand de toute la station. Et aussi vite fait européen, comme le laboratoire Columbus, qui est juste en face de laboratoire Kibo. Et ces deux laboratoires sont à l'avant de la station, en quelque sorte. Mais tout le reste, c'est américain ou russe, hein. Enfin bon, sauf d'autres trucs encore qui sont à l'intérieur des fois que d'autres pays fournissent aussi. La structure principale sur laquelle on accroche plein de trucs, elle est américaine, les panneaux solaires aussi, hein, et plein d'autres trucs encore. Et puis tiens d'ailleurs, les panneaux solaires, parlons-en un petit peu. Parce qu'on voit un peu que, quand on la regarde comme ça, la première chose qui saute aux yeux, c'est ça, c'est les panneaux solaires. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on peut voir l'ISS depuis la Terre. Comme ils reflètent à mort la lumière du soleil, bah ça fait que du coup, l'ISS, elle apparaît très brillante. En fait, les panneaux solaires, ils sont ultra importants parce que c'est eux qui fournissent 100% de l'énergie et l'électricité de la station. Ils en chopent quand il y a le soleil pour que la station puisse aussi l'utiliser quand elle passe derrière la Terre et qu'il n'y a plus de soleil. Mais du coup, ils font quand même 2500 mètres carrés, hein, donc la surface fait que ça freine la station qui va au fur et à mesure descendre sur son orbite et qui va se rapprocher dangereusement de la Terre. Donc ils doivent utiliser de l'énergie aussi pour se maintenir en orbite. Mais la nuit, quand il n'y a pas de soleil, les panneaux ils servent pas à grand chose. Hein. Donc du coup, ils peuvent les bouger, les tourner pour que ça réduise la surface qui fait freiner la station. Et du coup, elle descend moins et il y a moins besoin d'énergie pour la faire remonter. Et du coup, les modules, ils peuvent un peu se séparer, quoi. Enfin, se bloquer un peu, quoi. Si par exemple il y a le feu dans un des modules, ils peuvent le verrouiller pour pas que le feu se propage aux autres modules. Après, par contre, faut pas oublier du monde dedans, hein. Ouais, mais vous rigolez, mais c'est déjà arrivé, hein. Il y avait une mission en 1998 qui s'appelait Armageddon. Il y a eu le feu dans le module russe, du coup les Américains ils se sont barrés comme les enfoirés, quand ils ont fermé la porte, ils ont laissé le vieux russe crever tout seul dans le feu, quoi. Oh les vieux bâtards, quoi. Bon, maintenant on va parler d'un sujet qui moi m'intéresse pas trop parce que j'essaie de me tenir le plus éloigné possible, c'est l'hygiène. Parce que je veux dire que là-bas c'est quand même un peu compliqué. Ah bah ouais, mais les mecs ils prennent pas des douches tous les jours, hein. Un t-shirt ça leur fait 3 semaines, un pantalon ça leur fait 2 mois. Ils sont formés en France pour faire ça. Ah bah en même temps, question hygiène, c'est la meilleure école. Ah, je peux te dire que quand t'arrives là-bas, la première chose que tu dois te dire c'est... Ça sent le taureau ici. Bah ouais, mais t'es marrant, ils peuvent pas ouvrir les fenêtres, hein. Et comment tu fais? T'as pas le choix, hein. En fait, évidemment, ils ont quand même trouvé des moyens de se laver, mais en utilisant que très peu d'eau. Il y a l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti. Et Cristoforetti, hein, t'es Cristoforetti, Cristoforetti. Eh, ça rime avec spaghetti. Eh, mais j'y peux rien, moi, c'est comme ça, hein. C'est son nom, hein. Ah, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Non, mais ils ont ça dans le sang, hein. Là, ils ont fait des tests là-haut, hein, des tests des prises de sang, des tests d'ADN, tout ça. Hein. Et ça, par exemple, c'est un ADN normal, et ça, c'est un ADN italien. Donc, Samantha Cannelloni, là, Cristoforetti, elle a fait une vidéo où on la voit en train de se laver. Oui, sauf qu'en fait, non. Je veux dire, déjà, la meuf, on dirait Maureen Dor. Vous vous rappelez Maureen Dor, hein? Et le hit parade, tout ça, là. Non, mais il y avait quelque chose. Hein. Et du coup, elle montre comment elle fait pour utiliser très très peu d'eau. Et le peu d'eau qu'elle utilise, c'est quand même plus que moi. Et elle met du savon, et ensuite elle lave comme ça, et il n'y a même pas besoin de rincer. Ensuite, elle s'essuie sur une serviette qui va sécher près d'une grille de ventilation, qui va récupérer les gouttes d'eau qui s'évaporent, et sont recyclées ensuite en eau potable. Et ouais, mais sur l'ISS, rien ne se perd, tout se transforme. Abonnez-vous à sa chaîne, Robin Isner, tout se transforme. Très bon, très très bon. Et donc, les 8 ports d'amarrage servent aussi pour les capsules de ravitaillement qui viennent tous les 3 mois pour apporter des provisions, quoi. Du PQ, de la binouse, le strict nécessaire, tu vois. Ils récupèrent aussi des fringues et du matos pour leurs expériences. Et ils ont aussi même droit à quelques petits extras, hein. C'est des êtres humains, hein, aussi. On leur donne du chocolat, des sucreries, des petites douceurs, quoi. Ah bah ouais, mais bon, 6 mois dans l'espace sans pouvoir dégorger le poireau, tu fais comment, toi? Ah bah là, faut être un peu inventif, hein. D'ailleurs, on sait jamais s'il y a vraiment eu des rapports sexuels entre 2 astronautes dans l'ISS. Ça, c'est un peu la grande question, ça. Et d'ailleurs, on a posé la question, hein. Il y a des journalistes qui ont demandé aux agences spatiales, à la NASA, tout ça, hein. Oui, dites voir, est-ce qu'il y a eu coït à bord de la station, là? Coït, mais comment vous voulez dire? Est-ce qu'il y en a un qui a mis la saucisse dans le pain, quoi? Comment? Est-ce qu'il a mis les lasagnes au four et il a envoyé la béchamel? Quoi? Est-ce qu'il a explosé le terrier? Pardon? Est-ce qu'il a débourré le mammouth? Hein? Est-ce qu'il a bivouaqué dans la crevasse? Vous voulez dire, est-ce qu'ils ont fait la chose? Oui, voilà, c'est... Dites-le clairement. Est-ce qu'il l'a poutré, quoi? Et la NASA a répondu, en gros, ce qui se passe dans l'ISS reste dans l'ISS. Non mais c'est pas des conneries, ils ont répondu que ça, c'était de l'ordre du privé et que on n'avait pas divulgué l'information. En fait, la vérité, c'est qu'ils ont essayé, les mecs. Enfin, les mecs,
Mais le problème, c'est que quand t'es en impesanteur, le sang circule plus difficilement aux extrémités. Bah du coup, les mecs, ils ont pas réussi à avoir mieux qu'une demi-molle. Et ça, forcément, bah ça marche moins bien. Et donc, les capsules de ravitaillement, elles servent aussi à rapatrier tous les déchets produits par les astronautes, comme le caca, hein, et puis le pipi aussi. Non, pas le pipi d'ailleurs. Sur l'ISS, le pipi, les astronautes, ils le reboivent ensuite. Enfin, ils le recyclent avant, hein, mais sauf les Russes d'ailleurs. Les Russes, ils recyclent pas. Enfin voilà, eux, ils te remettent tous les déchets, tous les restes, quoi. Voilà, hein, ils te les remettent là-dedans et voilà. Ensuite, les capsules, elles se détachent, elles re-rentrent dans l'atmosphère. Et eux, ils t'ont calculé la trajectoire exacte pour que le truc il aille s'écraser en Afrique, et n'importe où, hein, c'est pareil. Hein. Comme ça, les mecs, après, en bas, bah eux, ils servent. Hein. Oh là là là, non, mais vraiment, Yann. Bon, non, ok. Bon, non, c'est pas sympa. Non, je déconne. Évidemment, que ça tombe pas en Afrique, hein. Ça tombe en Roumanie. Ah, c'est mieux, d'accord. Plus sérieusement, ce qui est marrant, c'est que ces petits cargos là, remplis de merde et de poubelles, ils peuvent parfois aller brûler dans l'atmosphère. Et ça peut éventuellement créer des étoiles filantes. C'est-à-dire que toi, t'es avec ta meuf ou ton mec, hein, t'en vois une, t'es content, c'est un peu romantique, tu vois, tu fais un vœu. Bon bah dis-toi que tu viens possiblement de t'émerveiller devant des kilos de merde qui ont cramé à balles. C'est vraiment répugnant. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Alors faut savoir que l'ISS, elle tombe sur la Terre. Enfin, plus exactement, elle tombe pas sur la Terre, elle tombe autour de la Terre. En fait, elle est en orbite autour de la Terre, mais le problème, c'est qu'elle a quand même une assez grande surface avec ses panneaux solaires, là, comme on le disait tout à l'heure. Donc du coup, bah, même s'il y a que très peu d'air, on va dire, là où elle est, bah, il y en a quand même un peu. Et ouais, mais elle orbite qu'à 400 km de la Terre, hein. C'est pas grand-chose, en fait. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse. Par rapport à certains satellites qui orbitent à 36 000 km, 400 km, c'est rien. Vous voyez, genre, imaginez la Terre, c'est un poireau, par exemple. Enfin bon, on va essayer de prendre un truc un peu plus rond, parce que... Vous voyez, par exemple, c'est une vette... Non, c'est un pamplemousse. Voilà, la Terre, par exemple, c'est ça. Bon, elle est jaune, ça fait plutôt penser à un soleil, vous me direz, mais quelque part, on s'en bat les couilles. À votre avis, si on essaie de se mettre un petit peu à l'échelle, vous voyez, de l'ISS, bon, là, c'est pas la bonne échelle. Bon, imaginez l'ISS, c'est ça. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout à l'échelle, ça serait évidemment beaucoup plus petite, mais on s'en fout. À votre avis, elle orbite où par rapport à la Terre? Est-ce qu'elle orbite là? Est-ce qu'elle orbite là? Est-ce qu'elle orbite genre là? Mais pas du tout. Elle orbite là, les gars. Elle est collée là. Si elle était là, elle serait complètement dessus, limite. 400 km, c'est que dalle. Elle est vraiment très très proche de la Terre, en fait. Donc, elle est encore soumise aux particules de l'atmosphère. Et ça, bah, ça la fait freiner. Et du coup, si on fait rien, bah, au bout d'un moment, elle tomberait, elle s'écraserait sur Terre. C'est pour ça que régulièrement, il faut lui remettre un petit coup dans le derche. Hein. Il faut lui remettre une petite pétée. Hein. Il faut allumer les propulseurs, on va dire, pour qu'elle remonte sur son orbite. Du coup, ils appellent le spécialiste de la pétée. Hein. Mais voilà, il arrive, il leur met un petit coup et c'est reparti pour un tour. Ah non, pour ça, c'est lui le meilleur, hein, c'est sûr, hein, il n'y en a pas d'autre. Hein. Ça me surprend qu'on t'ait pas demandé de le faire. Non, moi j'ai arrêté, je me suis retiré du milieu. Je vous l'ai jamais dit, je vous ai jamais annoncé ça, mais pourtant c'est une réalité, je vous jure sur la tête de mon fils. J'ai travaillé pour Marc Dorcel, c'est vrai. J'étais monteur, il y a peut-être des films porno que vous avez vus, c'est moi qui les ai montés, les gars. Je montais des mecs qui démontaient. Mais depuis, je me suis retiré du milieu. J'ai fait vœu d'abstinence. Ah, les filles m'ont dit que j'avais laissé un grand vide. Un autre truc marrant, c'est que, enfin moi je trouve ça marrant, on n'arrête pas de dire que toutes les grandes nations de ce monde ont contribué à la construction du plus gros satellite jamais envoyé en orbite autour de la Terre. Toutes, sauf une. Vous avez pas remarqué que depuis tout à l'heure, il y a une des plus grandes nations dont on ne parle pas du tout? Et c'est qui, à votre avis? Je n'en sais rien. La Chine, bordel! Bah oui les gars, mais attendez, des Chinois, il y en a déjà partout sur Terre, on va quand même pas l'en foutre en plus dans l'espace. Eh non mais on rigole, mais rappelez-vous que un homme sur 5 est chinois. Hein. Oui mais ça commence comme ça, et puis bah après on t'en envoie dans l'espace, et bientôt une étoile sur 5 sera chinoise. D'ailleurs eux c'est leur projet, hein. On le voit bien sur leur drapeau, le message est clair. Hein. En fait la Chine a été bannie de l'ISS en 2011, vous pouvez vérifier, il n'y a jamais aucun Chinois qui a été à bord. Au début d'ailleurs c'était même les Chinois eux-mêmes qui voulaient pas y aller, hein, parce que là ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas faire pousser de riz. Après bon ils ont dit aux Américains, bon c'est pas grave, on mangera autre chose. Et les Américains ils ont dit, bah vous pouvez bien manger ce que vous voulez, mais vous mangerez pas là-haut en tout cas. En fait, ils avaient pas confiance en eux, les Américains. Ils pensaient que les Chinois, ils pourraient éventuellement se servir de l'ISS pour aller jusqu'à pirater leurs satellites de communication et les retourner contre eux. Ils pensaient que, en fait, les Chinois seraient capables de hijacker les autres satellites, quoi. Ah, mais en même temps, les mecs, ils sont capables de tout faire. T'envoies 20 Chinois là-haut, eux, en 2 mois, ils te remontent l'ISS pour t'en faire un iPhone géant. Ah, mais n'empêche qu'on pourrait peut-être communiquer plus facilement extraterrestre comme ça. Merde, c'est une idée ça. J'appelle la NASA. Et donc c'est pour ça que les Chinois, eux, ils ont dit rien à foutre, nous on va construire notre propre station. Et c'est ce qu'ils font, ils prévoient normalement de construire une nouvelle station spatiale qui devrait être opérationnelle en 2022. Bon, elle sera pas aussi grande hein, que l'ISS, elle devrait faire que 1/5 de la taille, tu vois. Par contre, ce qui est cool dans ce projet, et pourquoi ils font bien de le faire en fait, c'est parce que ça coïncide exactement avec la fin de l'ISS. Et ouais, ils sautent sur l'occasion. Hein, en fait, voilà, ils ont réfléchi un peu, hein, et entre deux cours de kung-fu. Comme ça, quand l'ISS sera plus là, bah eux, ils s'arriveront justement derrière, et là, ils auront un coup à jouer. En tout cas, l'ISS, elle est comme n'importe quel appareil, elle n'est pas éternelle. Eh non. Le seul truc qui est éternel, c'est ma connerie.
Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais elle est née en 1998, tu vois, et on dirait pas comme ça, mais elle a 22 ans. Hein. Bon, elle les fait pas, hein, comme ça, hein, mais bon, malheureusement, on ne triche pas avec son âge. Hein. Parce qu'en 2024, on lui dira bon vent. Bon vent. Et ouais, mais les composants, au bout d'un moment, ils vieillissent, je veux dire, comme les ordinateurs ou les bagnoles, tu vois. Et je vous laisse imaginer le coût pour réparer les trucs. En fait, c'est même pas tellement les pièces de rechange qui coûtent cher, c'est plutôt le budget pour y aller. C'est la livraison. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut dire, hein. Et ça, on n'aime pas bien le dire, mais force est de constater que c'est quand même un peu vrai. C'est que, si vous voulez, le retour sur investissement, il est pas ouf. Hein. Non mais ne nous mentons pas, je veux dire, c'est très bien d'avoir pu faire des expériences dans l'espace, hein, et on a appris qu'on bandait mou, c'est super. Mais je veux dire, dépenser 3 milliards de dollars là-dedans chaque année, ce qui représente à peu près 15% du budget annuel de la NASA, bon, hein, à un moment donné, ça coûte cher. Alors oui, on a appris plein de trucs sur la vie dans l'espace, ça c'est indéniable. Mais si on veut foutre du pognon dans les futures missions spatiales vers la Lune ou vers Mars, bon bah là les gars, il va falloir faire des choix, hein, et l'ISS, bah, va pas pouvoir regarder. Et justement, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Alors évidemment, il y a déjà des projets qui sont à l'étude, hein, parce que mine de rien, en 2024, ça va arriver vite. Hein. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui disent ça, tu sais, non mais ça va arriver vite. Hein. Toi, t'es en mars, tu dois réviser pour un examen qui arrive en novembre, tu te dis bon ça va, j'ai un peu le temps quand même. T'as les connards qui disent ah non mais tu devrais te mettre maintenant parce que tu sais ça va arriver vite. Hein. Mais ferme-la, non ça va pas arriver vite, non, ça va arriver normalement. Ça va arriver ni plus vite ni plus lentement que n'importe quel autre jour. Le temps va pas s'accélérer jusqu'à novembre. Connard. Ah non mais ça m'énerve. Bon, je vais pas forcément vous parler maintenant de tous les projets qui sont en étude pour savoir ce qu'on va bien pouvoir faire de Stade Ferraille. D'abord parce que j'ai plus le temps, et d'autre part parce qu'il y a le collègue Hugo Lisoire qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Est-il d'ailleurs besoin de préciser que la vidéo est bonne? Oui, absolument, hein, parce que autant ça l'est bien, autant il y en a d'autres. Excuse-moi Hugo. Bon, si vous voulez la voir, elle est là. En 3 mots, on n'a pas encore vraiment bien trouvé ce qu'on allait faire. Soit on la démonte, mais ça va être cher, long et chiant, comme une vieille pute de luxe. Soit on la laisse en l'état, et ceux qui veulent encore s'en servir, bah allez-y, faites-vous plaisir. Soit au contraire, on lève son orbite et on l'envoie encore plus haut, encore plus loin dans l'espace pour qu'elle nous gêne au moins et qu'elle soit plus susceptible de s'écraser. Moi je serais quand même d'avis de la laisser, parce que dans 50 ans ou 100 ans, quand le tourisme spatial se sera démocratisé complètement, tu vois, quand ça coûtera moins de 100 € pour aller faire l'aller-retour là-haut avec Ryanair, bah vous imaginez les trucs sympas qu'on pourrait organiser là-dedans avec du public, tu vois. Je sais pas, moi on pourrait faire des escape games, des murders, des partouzes. Ouais mais on a un apesanteur les gars, ce serait mortel. J'appelle la NASA. Non mais sérieux, on est d'accord que ce serait très compliqué à entretenir. Cela dit, il est vraisemblable que c'est la solution d'avenir. Ah là, si Jacques le dit. Pour finir, on pourrait quand même dire un mot sur son bilan. Bon, elle est pas morte, hein, elle est toujours là, elle est en activité. Mais au final, qu'est-ce que ça a rapporté? Parce que c'est vrai que l'ISS, elle a quand même beaucoup de détracteurs, hein, qui lui reprochent de coûter beaucoup trop de thunes par rapport à ce qu'elle nous rapporte en résultat d'expérience. Parce que je vous le rappelle encore une fois, la station spatiale a coûté environ 150 milliards de dollars, dont environ 10 milliards pour l'Europe, ce qui fait moins de 10%. Eh bien, mesdames et messieurs, à toutes celles et ceux qui demandent à quoi ça sert, à toutes celles et ceux qui disent que ce n'est qu'un gâchis monumental d'argent, eh bien mes chers compatriotes, laissez-moi vous répondre ceci. La Station Spatiale Internationale est un endroit qui nous permet d'envisager notre futur. C'est un endroit qui nous permet de préparer notre futur. Car que vous le vouliez ou non, notre futur sera dans l'espace où il ne sera pas. Et il faut s'y préparer dès maintenant. Parce que c'est notre projet. Vous êtes peut-être pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Plus sérieusement, la prochaine fois que vous critiquerez les dépenses liées à la recherche spatiale en général et à l'ISS en particulier, ne perdez jamais de vue que maintenant, si on arrive à enlever une tumeur cancéreuse d'un cerveau grâce à un bras mécanique ultra précis, c'est parce qu'on a pris comme modèle le bras mécanique qui a été créé sur l'ISS pour manipuler des trucs en apesanteur. Et ouais, comme disait Lao Tse, un voyage de 1000 lieues a toujours commencé par un premier pas. Si on veut préparer les futurs voyages dans l'espace, il faudra impérativement qu'on soit plus résistant physiquement, que nos combinaisons soient plus résistantes, que les robots qui partiront avec nous soient encore plus efficaces. Et tout ça, on peut déjà le préparer en allant étudier les conditions qu'on rencontrera à l'intérieur de l'ISS. C'est pas compliqué à comprendre, bordel. La Station Spatiale Internationale, c'est génial. Allez, on s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. J'espère que ça vous a plu. Désolé encore une fois si j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo là, mais voilà, c'était l'été et voilà, pas d'excuses, hein, j'ai profité. En tout cas maintenant c'est la rentrée, je suis bien là et c'est reparti. D'ailleurs j'avais parlé il y a quelques temps d'un format que je voulais lancer que j'ai pas encore lancé, le 4e format que je voulais un petit peu plus geek, en mode jeux vidéo, manga, séries télé, tout ce qu'on veut, en analysant par exemple des planètes dans Dragon Ball avec les différences de gravité, tout ça, ou en faisant des rétrospectives de jeux vidéo que j'ai kiffé comme Star Fox ou Metroid ou un petit peu des conneries comme ça. Mais toujours évidemment cuisiné à la sauce 12 par sec. J'aimerais beaucoup lancer ça à la rentrée parce que ça me permettra notamment aussi de faire enfin des belles collabs avec d'autres youtubeurs que j'aime beaucoup. On en a déjà parlé, il y en a qui sont chauds, hein, puis c'est des mecs qui ont pas mal d'abonnés de plus que moi, donc j'espère que ça pourra se faire bientôt. Un petit merci aux tipeurs aussi forcément sur Tipeee et Utip, hein, c'est grâce à vous que mon dernier petit achat était chouette, justement l'ISS en Lego.
que j'ai utilisé un peu pour illustrer mes propos sur la vidéo. C'est grâce à vous, merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Un gros merci aussi à Philippe du compte Instagram Les Toiles Filantes qui m'a fait ce beau cadeau, un beau tableau. Je me recule pour vous le montrer. Évidemment, il est à l'envers. Merci beaucoup, Philippe. Hein, voilà, c'est assez joli. Je vais tout de suite le mettre dans les toilettes. Hein, je pense que ça ira bien avec le thème. Un autre merci aussi à Soso de Vesoul. Hein, j'avais jamais eu l'occasion de te remercier. Ben, j'en profite parce que c'est un deuxième tableau. Voilà, elle a mis les restes de ses règles, certainement. Non, c'est Jupiter, évidemment, vous l'aurez reconnu. Hein. On va tout de suite mettre ça aux poubelles. Allez, les amis, likez la vidéo, évidemment. Abonnez-vous, partagez, commentez. Ça, c'est évident, on n'a pas besoin de le préciser. Venez nous rejoindre sur les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram. Hein, on met des trucs, on se marre. C'est tout pour moi. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.